Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observactu TV. Le Moyen-Orient ne fait pas que changer, il se disloque et se réinvente sous nos yeux. Nous traversons aujourd'hui une phase de recomposition majeure, une de ces séquences historiques où les certitudes de la décennie passée s'effacent pour laisser place à une nouvelle ère aussi fascinante qu'inquiétante. De Gaza à la Syrie, de l'Irak à l'Iran, en passant par Israël, la Turquie et les puissances du Golfe, les lignes de fracture ne sont plus statiques. Elles bougent, elles s'entrechoquent, redessinant des alliances que l'on croyait impossibles et réveillant des tensions que l'on pensait apaisées. Derrière ce tumulte, une interrogation centrale nous hante. Sommes-nous réellement en train d'assister à la naissance d'un nouvel Moyen-Orient ? Un espace qui tente de s'affranchir de ses vieux tuteurs pour dicter ses propres règles. Et surtout, comment lire le jeu des géants ? Alors que les États-Unis oscillent entre un désir de pivot stratégique vers l'Asie et la nécessité de renforcer leur présence militaire face aux crises actuelles, d'autres s'engouffrent dans la brèche. L'offensive diplomatique de la Chine et la résilience de la Russie viennent percuter un équilibre déjà fragile, avec en toile de fond une bataille féroce pour le contrôle des enjeux énergétiques. Pour décrypter ce système géopolitique, j'ai le privilège de recevoir deux experts. Anas Abdoun, spécialiste des dynamiques économiques et géopolitiques, vous nous aiderez à comprendre comment les flux de capitaux, le pétrole et les nouvelles routes commerciales dictent la marche du monde arabe. Dr Bachir Saadé, chercheur et fin analyste des mouvements politiques et idéologiques, vous nous apporterez l'éclairage nécessaire sur ces acteurs, étatiques ou non, qui modèlent la réalité du terrain. Merci à tous les deux d'être avec nous. Anas, je commence avec vous. Ce nouveau Moyen-Orient dont tout le monde parle, est-ce une réalité tangible ou un simple slogan marketing pour masquer un chaos qui se prolonge ? Alors effectivement, moi je crois qu'il y a une reconfiguration certaine du Moyen-Orient, de l'ordre régional, des équilibres géopolitiques, des équilibres d'influence. Et ce qui est intéressant, c'est que le Moyen-Orient a cette particularité de par la structure politique qui est la sienne, de par l'histoire, effectivement, les dynamiques d'ingérence et d'influence, que la transition d'un ordre géopolitique, ou tout du moins la transition d'un équilibre géopolitique, prend foncièrement du temps. C'est-à-dire qu'on est loin, je pense, de la caricature que l'on en fait, c'est-à-dire des États qui sont un petit peu incapables de comprendre les équilibres géopolitiques, ou du moins qui sont un petit peu incapables de comprendre le temps de l'histoire ou la transition qui est en train d'être opérée. Ils prennent cela très au sérieux. Je pense qu'ils s'en font une analyse juste, mais l'architecture des pouvoirs d'un certain nombre de pays, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus en profondeur, et l'histoire et le poids stratégique d'un certain nombre des relations diplomatiques fait que cet accompagnement de rééquilibrage prend du temps. Et donc, on n'est pas du tout au Moyen-Orient, autant la situation est spectaculaire, dans le sens où effectivement il y a des conflits, il y a des conflits militaires, il y a beaucoup de chaos, dans le sens effectivement de la manifestation de ces tensions. Et en même temps, le discernement diplomatique prend du temps. C'est-à-dire quand bien même vous avez un certain nombre de pays qui prennent conscience, par exemple, de l'incapacité des États-Unis à être le défenseur qu'il était il y a à peine 20 ou 30 ans, on s'en rend compte d'un certain nombre de choses. Ils avaient déjà pris cela en considération, mais ils accompagnent, si vous voulez, cet équilibre de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus prudente, parce que le Moyen-Orient ou les États-Unis, c'est pas simplement des relations diplomatiques, c'est des relations diplomatiques, c'est des relations sécuritaires, d'investissement, parfois des relations personnelles aussi. Et donc, c'est des dynamiques qui sont un peu plus lentes. Là, on a besoin d'avoir une lecture sur un trajectoire long. Ce qui est sûr, et cela, à mon avis, ne fait aucun doute, c'est que nous sommes dans un temps historique où tout le monde a conscience de la reconfiguration de l'ordre régional. On a conscience globalement des nouveaux équilibres et des nouvelles puissances. Les puissances qui étaient incontestables hier semblent fragilisées aujourd'hui. Les puissances moyennes aujourd'hui semblent pouvoir tenir tête aux grandes puissances d'hier. Et donc tout ça est un moment très intéressant parce que nous sommes dans le temps de la crise. Celui de l'après-crise sera encore plus intéressant parce que on verra toutes ces dynamiques de doctrine, de réflexion sur quel Moyen-Orient post-crise après ce que l'on traverse aujourd'hui. Bachir, dans ce jeu de chaises musicales, les acteurs non étatiques, comme le Hezbollah, ne sont-ils pas devenus les véritables architectes de la réalité sur le terrain, dépassant parfois les États eux-mêmes ?
Euh, D'une certaine manière, oui. Enfin, déjà, depuis plusieurs décennies, là, on pourrait, disons, situer la montée en force des non-États, enfin, ce qu'on appelle des non-États, et je trouve cette appellation même un peu pas très précise, parce que c'est des organisations qui sont, en fait, dans les États parfois, et ils ont ils ont une relation symbiotique avec les États ou des structures étatiques en place, comme le Hezbollah et le Hamas. Définitivement, ces organisations jouent un rôle très important, sinon le rôle le plus important dans la configuration des relations de pouvoir au Moyen-Orient, en tous les cas. Et bien sûr, ces organisations ont perduré jusqu'à maintenant parce qu'ils ne sont pas des États et parce qu'ils ont réussi à garder une certaine flexibilité d'action dans leur mode d'action. Même si après le 7 octobre, il y a eu des changements significatifs, des transformations importantes dans la manière dont ces organisations opèrent et même pensent le politique et leur vision politique. Définitivement, ils jouent un rôle super important, sinon le plus important. Mais bien sûr, ils sont reliés à des États en place. Bien sûr, l'État par excellence, là, c'est l'Iran. Et c'est pour ça que cette dernière, ce dernier chapitre qu'on est en train de voir se développer aujourd'hui implique avant tout l'Iran. Et on peut discuter de ça plus longuement. On a souvent dit que le Moyen-Orient s'était lassé de sa propre tragédie, que les accords de normalisation allaient transformer la question palestinienne en un lointain fantôme diplomatique, sacrifié sur l'autel de la prospérité économique. Pourtant, les derniers mois ont prouvé que ce fantôme a encore le pouvoir de hanter et de renverser toutes les tables de négociation. Alors, marginalisation réelle ou illusion d'optique? Bachir, vous analysez les récits de résistance. La cause palestinienne est-elle aujourd'hui devenue un simple outil rhétorique, une monnaie d'échange pour les agendas de l'Iran ou de la Turquie, ou reste-t-elle le seul verrou dont l'explosion peut faire sauter toute la région? En fait, si on voit, il suffit de voir l'histoire, le déroulement des événements depuis la révolution iranienne jusqu'à aujourd'hui pour comprendre que pour l'Iran, la cause palestinienne n'est pas simple rhétorique. Bien sûr, on peut comprendre la politique étrangère iranienne d'une manière, ce qu'on appelle réaliste dans le discours académique occidental, dans le sens où ils essaient d'avoir une assise dans la région, ils essaient d'avoir une certaine force hégémonique, etc., ce qui est vrai. Mais si elle passe, ce genre d'hégémonie n'a pas besoin de passer par une cause comme celle de la Palestine. En fait, la cause palestinienne, souvent, peut être un obstacle à cette hégémonie. Et c'est un coup aux Iraniens et dans la manière dont ils fonctionnent. Il suffit juste de voir comment le discours sur lequel est basée la révolution iranienne pour comprendre que la cause palestinienne est vraiment au fondement de l'idéologie entre guillemets islamique du khomeïnisme et de ce qui vient après. Et toutes ces organisations qui découlent de ça, comme le Hezbollah et plus tard le Hamas, travaillent dans cette même lignée. On peut approfondir sur ça, mais par exemple le discours des martyrs et le fait en fait que Israël vraiment représente la cause de l'injustice par excellence. Or tout le discours de la révolution iranienne a été basé sur une remise en cause de l'impérialisme comme source de l'impérialisme ici américain ou occidental comme une source d'une sorte d'injustice qui perdure globalement. Or la question du projet sioniste est vraiment l'exemple par excellence de ce genre d'injustice qui continue à découler aujourd'hui dans la région. Anas, de votre côté, comment les économies du Golfe gèrent-elles ce grand écart?
Peut-on réellement construire un Moyen-Orient stable et prospère en laissant la question palestinienne dans un angle mort, ou est-ce une bombe à retardement économique? En tout cas, c'était la croyance majoritaire à partir de 2020. On a vu un petit peu ces accords d'Abraham, ces mouvements de normalisation. Il y avait un petit peu l'idée que la cause palestinienne, que les Palestiniens, que la Palestine était beaucoup trop insignifiant, si vous voulez, pour être un caillou dans cet engrenage de la paix régionale et de la coopération entre un certain nombre d'États, notamment les monarchies du Golfe et Israël. Et donc, il y a eu ce mouvement. On s'est dit, effectivement, il est tout à fait possible. Je rappelle qu'on était dans l'antithèse du projet saoudien de 2002, qui disait effectivement, je propose une normalisation de l'ensemble des pays de la Ligue arabe en échange de l'acceptation des frontières de 1967. Et ce qui est intéressant, c'est deux choses. Déjà, là, on était dans une vision effectivement commune, où il y avait toujours l'élément palestinien qui est presque la condition sine qua non d'une relation diplomatique avec Israël, premièrement. Et donc là, c'était un marqueur arabe très fort. Et le deuxième marqueur, c'est qu'en fait, la fameuse, là on parle beaucoup de la volonté des Israéliens de faire la normalisation, ils avaient la possibilité de le faire, simplement il fallait qu'ils respectent le droit international. Et ça, pour les Israéliens, c'était un coup politique qui n'était pas acceptable, parce que de toute manière, pensait-il, et le temps pour l'instant leur donne raison, c'est qu'ils pouvaient avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la normalisation sans faire de compromis sur les expansions territoriales. Et donc arrive cette temporalité de 2020, où on se repose sur un certain nombre de choses. La première, c'est la faiblesse de la question palestinienne dans l'esprit du monde arabe, ce qui est très important. Pourquoi? Parce que la question palestinienne, au début des années, milieu des années 2000, 2015 à 2020, il y a deux choses fondamentales. C'est que la question palestinienne n'est pas un élément problématique ou central, fondamental dans le monde arabe. Le monde arabe connaît tellement de crises. C'était la crise syrienne, c'était la conflictualité entre le pouvoir des frères musulmans et ceux qui sont contre, c'était le blocus des monarchies du Golfe, c'était Daesh en Irak, la guerre au Yémen, en Libye. Donc finalement, dans tout cela, la question palestinienne n'est pas le problème central, c'est un problème parmi d'autres. Et puis d'ailleurs, c'est un problème parmi d'autres, c'est celui qui fait le moins de bruit, parce qu'une colonisation fait moins de bruit qu'une guerre civile, première chose. Et puis deuxième élément, c'est qu'on a eu toute une génération qui n'a pas été sensibilisée à la question palestinienne, notamment les jeunes. Et je rappelle que dans les monarchies du Golfe, dans la pyramide des âges, la majorité de la démographie de ces pays-là étaient des jeunes qui n'étaient pas sensibilisés. Donc, dire on va normaliser avec Israël, qui n'était pas aussi, je dirais, perçu comme les générations précédentes, au détriment de la cause palestinienne, qui n'était pas aussi importante qu'elle l'était dans les générations précédentes, c'était plutôt facile de le faire. Et donc, il y a eu une forme de succès relatif. On a vu effectivement cette normalisation avec les Émirats arabes unis, qui étaient un petit peu le champion et le lobbyiste par excellence de la normalisation, avec le Maroc, avec le Soudan. Autre point qui est intéressant, c'est la normalisation avec Bahreïn, parce que je l'ai déjà dit, Bahreïn ne peut pas signer un certain nombre d'accords stratégiques sans l'aval de l'Arabie saoudite, et donc implicitement, on comprenait que l'Arabie saoudite était aussi dans le processus de normalisation. Et puis là, patatras, si j'ose dire, après l'événement et l'attaque du Hamas du 7 octobre et tout ce qui en découle, eh bien là, on est sur le temps où en 2026, on se rend compte qu'en fait, les accords d'Abraham sont factuellement morts. Objectivement, si vous regardez les échanges, prenez par exemple au Maroc, et ce qui est intéressant, c'est qu'au Maroc, on avait vendu la normalisation avec de la coopération universitaire, du développement économique, de la recherche et de développement, l'axe culturel. C'était le retour des Juifs marocains au Maroc. Enfin, je veux dire, il y avait tout un panel. Aujourd'hui, tout ça est caduc. Il n'y a même pas de vol direct entre le Maroc et Israël, parce que le ministère de l'Intérieur a peur effectivement de l'impact d'Israéliens qui viendraient au Maroc et dans lequel il ne peut pas garantir la sécurité. C'est dire que l'opinion publique a complètement changé. Au Maroc, par exemple, les entreprises qui font des partenariats commerciaux ou qui sont avec Israël ou qui sont simplement perçues potentiellement comme faisant du commerce avec Israël subit une campagne de boycott. Et donc, en fait, la seule coopération qui fonctionne, c'est la coopération militaire et de renseignement. Et c'est une coopération qui n'est pas révélée dans la presse. Alors que le but de la normalisation, tout est dans la terminologie, c'est de normaliser. Et donc, finalement, par exemple, pour le Maroc, on revient sur une politique qui existait au niveau antérieur, c'est-à-dire on avait des relations militaires et de renseignement, mais sous le tapis, on n'est pas devant la caméra. Donc, en fait, il n'y a rien de normal dans cette relation. Sur les échanges économiques avec Bahreïn, etc., c'est la même chose. Le Soudan a fait une grande distanciation avec Israël depuis
les ingérences avérées entre les Émirats avec les FDS et puis Israël. Et puis, il y a eu le tournant avant la guerre en Iran. C'était la crise diplomatique majeure entre les Saoudiens et les Émiratis, bon, qui est un petit peu passé inaperçu avec la grosse crise géopolitique qui était là. Et on avait vu un certain nombre de discours officiels d'intellectuels proches de la famille royale et aussi de télévision publique. Vous savez, quand l'Arabia dit quelque chose, ça veut dire que vous avez l'autorisation des plus hautes instances. On parlait de projets israéliens de diviser dans la région. On avait l'impression qu'on écoutait Press TV alors qu'on était sur l'Arabia, quoi. Et donc, on voit effectivement que la normalisation ne prend plus. Et pour ceux qui ont normalisé, c'est plus un poids diplomatique qu'autre chose. La centralité de la question palestinienne est revenue face à l'injustice de Gaza. Et aujourd'hui, la normalisation, dans le sens, la perception d'Israël comme un acteur économique et politique rationnel, comme elle avait pu être le cas en 2020, est complètement caduque. C'est-à-dire, on voit effectivement, c'est une puissance coloniale, messianique, a fortiori, et ça c'est fondamental, a fortiori quand elle fait un lobbying considérable auprès de l'administration américaine pour que ces derniers attaque l'Iran, alors que tous les pays du Golfe faisaient exactement le contraire, parce que, disait-il, s'il y a, et ils avaient raison, et s'il y a rétorsion, ce sera contre les pays du Golfe. Et donc, on a aussi l'impression qu'Israël, malgré cette normalisation, en fait, joue une politique stratégique et diplomatique qui va à l'encontre de ses intérêts. Et donc, vous avez même des voix dissonantes à l'intérieur des Émirats arabes unis, qui était quand même le plus grand lobbyiste de la cause normalisation. Donc, factuellement, c'est une normalisation qui est morte. Cette centralité attire les convoitises de puissances régionales qui cherchent à s'imposer comme les protecteurs naturels de cette cause palestinienne. Dans ce jeu de domino, deux acteurs non arabes semblent tirer les ficelles, la Turquie et l'Iran. Deux puissances qui paradoxalement se parlent, commercent, mais se livrent une guerre d'influence sans merci sur le sol arabe. Anas, sur le plan pragmatique, peut-on être à la fois partenaire économique et rival idéologique acharné? Comment la Turquie et l'Iran parviennent-ils à maintenir ce double jeu sans que l'édifice ne s'écroule? Alors oui, c'est possible, mais d'ailleurs, dans la plupart des relations internationales, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire que vous pouvez être un partenaire économique, un rival idéologique, ça se fait très bien d'ailleurs. Et sur le cas de la Turquie, je ne crois pas qu'il y a en tout cas, je pense que c'est le pays qui va être amené à jouer la plus grande influence, qui joue déjà une influence très importante dans la crise. On sait que c'est Akal Fidan qui fait la tournée dans les pays du Golfe pour les empêcher un petit peu de rejoindre un petit peu cet axe américain. On sait qu'il jouit d'une forme de vision mesurée entre les Iraniens et les Américains. Ça peut être aussi un canal de communication, et ça l'a été à un moment donné entre les Américains et les Iraniens. Et en même temps, on ne peut pas les accuser de faire le jeu des Israéliens. Je rappelle que le chef de l'opposition, Naftali Bennett, disait qu'après l'Iran, c'est la Turquie. Donc il y a aussi un petit peu cette idée que dans la perception israélienne de diviser la région, en fait, pour les Israéliens, les Turcs et les Iraniens, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Peut-être que même les Turcs sont un peu plus coriaces parce que c'est un pays économiquement, industriellement et militairement intégré. Donc ça, c'est un point fondamental. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on était 3 semaines ou 4 semaines avant le début de la guerre, il y avait une tournée majeure du président Erdogan dans la plupart des pays de la sous-région, notamment en Égypte, où il y avait un certain nombre d'accords diplomatiques. Et un des angles d'accord le plus intéressant, c'était la coopération militaire. La coopération militaire avec l'Égypte, qui était quand même un pays avec lequel il y a eu beaucoup de rivalités diplomatiques, notamment du fait du soutien de la Turquie aux frères musulmans. Il semble qu'ils sont passés au-delà. Et aussi avec l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite, maintenant, a intégré le projet de l'avion de chasse Khan turc, et la même chose avec les Qataris et un certain nombre de pays de la sous-région. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental à comprendre. Pourquoi ? Parce que les Turcs comprennent en fait qu'ils sont dans une puissance, c'est une puissance industrielle, notamment au niveau du groupe militaro-industriel turc très important. Ils ont besoin de capital. Les pays du Golfe ont le capital et ils ont besoin d'avoir une sécurité indépendante du vecteur politique. C'est-à-dire que le coût de l'achat des F-35 et des F-35 qui ne décollent pas, premièrement, ça traumatise. Et puis deuxièmement, des pays qui sont alignés pourtant dans l'agenda diplomatique des États-Unis et d'Israël, comme les Émirats arabes unis, quand ils voulaient acquérir le F-35, il y a eu un veto de la part, donc les membres du Congrès étaient prêts à valider cette vente-là, c'est les Israéliens qui ont empêché cela. Donc pourquoi ? Parce que les Israéliens considèrent que même si vous êtes aligné diplomatiquement, vous êtes potentiellement un pays arabe et donc on a l'expérience. On était proche de l'Iran, ça s'est retourné, on était proche des militaires turcs, ça s'est retourné. Je fais confiance aux dirigeants sur un temps T et pas au temps long. Et donc, la coopération militaire est un angle très important qui a beaucoup inquiété d'ailleurs les Israéliens. Et c'est d'autant plus important que l'une des raisons
pour lesquels les pays du Golfe, malgré je dirais les nombreuses démonstrations de la faille sécuritaire américaine, je rappelle qu'en 2019, la raffinerie de Saudi Aramco a été frappée et que les Américains ne sont pas intervenus. Ça a vraiment traumatisé les Saoudiens, donc ça les a rapprochés de cette coopération avec les Iraniens. Je rappelle qu'en 2024, il y a eu un bombardement israélien au Qatar, qu'au Qatar même, il y avait un radar américain avec une portée de 5000 km. Donc les Américains savaient que les Israéliens allaient venir et ils les ont pas défendus. Donc on voit bien que finalement, la vision du Koweït, c'est-à-dire quand les Irakiens envahissent, la cavalerie arrive et protège les pays du Golfe, ne tient plus. Tient plus pour une raison fondamentale, c'est que depuis 2015-2016, les Américains sont auto-indépendants en pétrole. Ça, faut bien le comprendre. Si les Saoudiens produisent entre 12 et 13 millions de barils par jour, les Américains ont la capacité de monter entre 17 et 19 millions de barils par jour. Donc, à partir du moment où ils ne sont plus indépendants sur les volets énergétiques, eh bien, malgré vos promesses d'investissement direct étranger, eh bien, le contrat est rompu. Et donc, ce qui permet, si vous voulez, que les pays du Golfe, malgré cette démonstration de la faillite américaine sur les partenariats de défense, ce qui les maintiennent, c'est le partenariat de sécurité. Parce que ce que disent les États-Unis, c'est que non seulement je protège les structures étatiques, mais je protège aussi la gouvernance. C'est ça les accords qu'il y a entre les États-Unis, le Koweït, le Qatar, les Émirats. C'est-à-dire je protège l'État, et puis si vous avez un problème en termes de gouvernance, je protège aussi les familles régnantes. Donc c'est la raison pour laquelle c'est difficile pour ces pays du Golfe-là de s'extraire de l'influence américaine malgré ces failles. Or, ce que disent les Turcs, c'est qu'avec un partenariat sur l'industrie militaire de défense dans lequel vous êtes partie prenante, vous avez la capacité d'avoir cette autonomie stratégique, ce qui n'a pas de poids. Et donc ça, c'est pour ça que je pense que les Turcs vont avoir un rôle très important à jouer. Et puis les Iraniens ont marqué aujourd'hui en moins d'un mois de guerre, ce que disait leur doctrine depuis des décennies, mais que personne ne voulait voir, c'est que personne dans le Golfe n'est capable non seulement d'avoir une politique sécuritaire s'il n'a pas de bonnes relations diplomatiques avec l'Iran. Il y a eu ce débat, est-ce qu'ils vraiment ils tiennent le détroit d'Ormuz parce qu'il y a la 5e flotte? Bon, là, clairement, ils le tiennent. Et donc, les Iraniens, ont réussi à détruire 50 ans de Pax Americana en une semaine, et les Turcs ont montré qu'il y avait une alternative de stratégie de coopération militaire. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le post-crise est vraiment intéressant sur la reconfiguration des alliances. Merci Anas. Bachir, comment ces deux géants arbitrent-ils le destin des populations arabes? Sont-ils perçus sur le terrain comme des libérateurs ou comme de nouvelles formes d'impérialisme régional? La Turquie et l'Iran. Oui. Bon, déjà, ce que disait Anas est super informatif. Il a plus ou moins répondu à plusieurs axes de ça, mais définitivement au niveau de la rue, au niveau de la rue, l'idée de résistance contre Israël et les États-Unis, c'est l'Iran qui est plus populaire à ce niveau-là. Personne ne se fait aucune illusion sur le fait que la Turquie brandit le flambeau de la cause palestinienne. Enfin, c'est sûr, Erdogan fait quelques déclarations par-ci par-là de temps en temps, et ça fait plaisir. Mais au niveau structurel, Anas l'a expliqué, il y a aussi des accords sécuritaires, énergétiques, etc., entre la Turquie et les Israéliens. C'est complètement différent. Et puis, les seuls groupes, les seuls sponsors de groupes comme Hezbollah et Hamas, c'est l'Iran. En fait, pendant la crise en Syrie, Hamas a essayé de se distancier du régime de Assad, d'une manière qu'on peut comprendre, vu qu'il y avait un conflit entre Assad. Il y avait une question de répression aussi qui avait lieu en Syrie. Et Hamas s'est dit, bon, on sera plus populaire parce que le problème en Syrie a vite tourné en un problème qui n'est pas vraiment ce qui se passait, mais au niveau de la propagande, on a un problème sunnite chiite en Syrie, et les Hamas devaient protéger le fait que, au bout du compte, leur constituante est sunnite, nominalement en tous les cas, et avaient décidé de se distancier. Et quand ils ont essayé de se distancier, ils sont allés vers les Turcs, ils sont allés vers le Golfe pour dire, bon, pouvez-vous nous sponsoriser? Et bon, tout le monde
ils n'ont reçu aucun oui. D'ailleurs, c'est pour ça que Hamas, 1 an et 2 après, a dû se retourner vers les Iraniens pour avoir ce genre de sponsor. Ce qui explique un peu la différence entre la rhétorique, en fait, et ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, les Iraniens ont toujours été très clairs sur... il y a une constante dans l'anti-sionisme et l'anti-américanisme des Iraniens. Et ça, c'est très clair dans l'idéologie et dans la rhétorique. Donc oui, ici, il y a une grande différence au niveau idéologique, en tous les cas, et comment ça se reflète dans le matériel entre le discours, entre la pratique turque ou comment la Turquie est perçue et les Iraniens. Messieurs, en un mot, la solution à 2 États est-elle cliniquement morte ou simplement dans le coma? La solution de 2 États. La solution à 2 États. Ah oui, enfin moi, à mon avis, c'est une solution pas seulement morte, enfin elle n'a jamais eu d'existence en fait. Le concept de 2 États est un subterfuge qui a été vendu dans les années 90, au début des années 90, et a coïncidé avec ce qui se passait sur le terrain, qui était une sorte de surrender, de capitulation de Yasser Arafat et de son mouvement. Effectivement, l'idée de ces 2 États, c'était une manière plus jolie de dire qu'il y aurait une entité palestinienne contrôlée par le projet sioniste, Israël, et que cette entité, juste, en fait, était en train de négocier d'une certaine manière complètement complètement asymétriquement, quelques comment on dit, des miettes. Et Hamas est né de ça. En fait, Hamas, c'est vraiment un mouvement qui est né d'une sorte d'accès à la réalité de cette capitulation. Comme quoi, non, on peut pas jamais accepter. Le concept d'un 2e État a toujours été en fait un concept, c'est une propagande qui veut juste dire il y aura un État policier contrôlé par Israël. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que même les Israéliens de leur côté ont gaspillé cette propagande. C'est-à-dire ils ont déformé cette propagande parce qu'ils ont fini par vraiment eux-mêmes prendre le dessus. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une autorité palestinienne qui allait faire le job pour eux. Ils ont réalisé que cette autorité palestinienne ne peut pas faire ce job vraiment complètement. Donc, ils ont tout doucement infiltré le West Bank, la Cisjordanie, et voilà. Donc, il y a plus de il y a même plus, même au niveau idéologique, on peut même plus défendre l'idée d'un 2e État. C'est une complète mascarade. Est-ce qu'il y a une alternative à cette solution à 2 États? L'alternative, bien sûr, c'est le slogan Free Palestine. C'est le slogan qu'on a tous sorti pendant 2-3 ans, ces dernières années, qui veut tout simplement dire, qui n'est pas du tout un slogan discriminateur, qui n'est pas du tout un slogan qu'on pense qui fait violence. Au contraire, c'est un slogan englobant qui dit qu'il devrait y avoir un État pluridémocratique, et c'est le seul l'État qui peut subsister. Et en fait, Hezbollah et Hamas défendront cette idée. En fait, le secrétaire général de Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, qui a été assassiné il n'y a pas longtemps, l'a dit plusieurs fois qu'il défendait exactement cette idée-là. C'est la seule idée. Mais c'est ça qu'on veut dire par le Free Palestine, et aussi que le projet sioniste cesse d'exister. Le projet, quand on dit il faut que ça cesse d'exister, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer tout le monde et que les Juifs doivent repartir, etc. Tout cette narrative qu'on taxe d'antisémitisme. Non, c'est l'idée que le système politique discriminatoire apartheid, qui crée un apartheid, qui crée en fait l'impossibilité d'un 2e État ou d'une entité palestinienne, une expression politique palestinienne d'émerger, qu'elle soit là. C'est ce que défend l'Iran, c'est ce que défend Hezbollah, c'est ce que défend Hamas, c'est ce que défend tous ces groupes.
Anas, un complément là-dessus? Oui, ce qui est intéressant, c'est que si on prend un angle géopolitique, alors déjà, effectivement, la solution d'État est morte pour répondre à la question, mais si on prend un angle géopolitique, ce qui est intéressant, c'est que il y avait une majorité dans le discours, tout du moins, qui parlait de solution à deux États, et vous aviez, en fait, il n'y a que la République islamique d'Iran et les proxys qui parlaient de solution à un État où on veut retrouver la Palestine originelle. C'était quelque chose qui était complètement extrême dans la matrice, si vous voulez, du discours des deux États. Et en l'espace de quelques années, en fait, non seulement les Israéliens ne parlent plus de solution à deux États, les Palestiniens non plus, et il y a une forme de radicalité un petit peu dans les positions. Et donc ça, c'est la première des choses. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les structurations même du positionnement israélien semblent fragiliser. Et donc, du coup, ça réveille un petit peu l'idée que, finalement, le Free Palestine, dans le sens effectivement d'un État multiculturel et pluriconfessionnel qui est en fait un vieux pieu, devient presque de plus en plus palpable politiquement, parce qu'effectivement, on voit la fragilité de la société israélienne, on voit le départ massif d'année en année d'Israéliens, de Juifs israéliens, il y a plus de départs que d'arrivées, on voit le soutien des États-Unis, qui est quand même l'élément inconditionnel de la stabilité israélienne, qui est fragilisé sur l'aile démocrate et en même temps sur l'aile républicaine, où la droite de la droite est de plus en plus antisioniste et parfois antisémite et parfois les deux. Et donc tout cela, on voit effectivement, c'est la première fois depuis 1948 qu'aux États-Unis, vous avez plus de sympathie pour les Palestiniens que les Israéliens. Vous rajoutez à cela effectivement tous les procédures, par exemple la Cour internationale de justice, la CPI, etc., la fragilité qu'a mis en évidence les confrontations avec le Hezbollah, les Houthis, l'Iran, ça c'est fondamental. Parce qu'effectivement, oui, on n'est pas dans de la destruction d'Israël dans les 15 prochains jours, évidemment. Mais par rapport à la dissuasion qu'avait Israël dans le monde arabe, c'est-à-dire en fait, il y a un gap tellement énorme entre l'armée israélienne et le reste du monde. Et là, on a vu que la tension israélienne sur le long terme entre les Houthis, le Hamas et le Hezbollah a quasiment mis à rude épreuve la fameuse armée la plus puissante du Moyen-Orient, et que là, avec la confrontation avec l'Iran et la durée de l'attrition, on voit une fragilité d'Israël. J'en ai quand même l'état-major qui dit l'armée ne peut pas tenir. Je veux dire, ils n'affrontent pas les États-Unis. Et donc forcément, même là, ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de pays qui pourtant ne sont pas sympathisants de la cause palestinienne, etc., quand vous regardez les déclarations de la presse stratégique égyptienne et d'état-major, c'est-à-dire que même les Égyptiens ne regardent plus Israéliens de la même manière. Ils disent finalement, ils sont plutôt fragiles, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc tout cet élément-là, crée effectivement une forme de disparité entre la radicalité de la société israélienne, qui n'ont pas terminé les Iraniens et commencent à dire les prochains, c'est les Turcs, et une forme d'uniformité du monde, alors je ne vais pas dire du monde arabo-musulman, mais en tout cas du Moyen-Orient arabe et non arabe, qui perçoit les Israéliens comme plus radicaux que jamais, pas faisant preuve de rationalité politique, mais de messianisme, et qui en même temps sont de moins en moins enclins à la puissance et à la force. Et donc ça crée un paradoxe plutôt intéressant. Et si je peux ajouter quelque chose ici et si je peux ajouter un point ici qui est très important, juste pour seconder ce que dit Anas. C'est là où la machine de guerre israélienne, quelque part, est très efficace dans sa destruction, mais politiquement est en train d'accélérer ce suicide politique du projet État juif, projet sioniste, colonial, et parce que justement, ce qu'on disait, comme disait Anas avant, qui semblait être radical, aujourd'hui, c'est presque devenu un discours normal, l'idée qu'on peut questionner l'idée qu'il devrait juste y avoir un État, que l'idée de deux États soit morte, etc. C'est devenu quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que les États arabes ont parié sur l'État juif, l'idée que l'État juif est là pour rester, et donc on peut rien faire, et qu'est-ce qu'on va faire si on se met à taper dessus, on va sacrifier notre population et tout. Quelque part, c'est un discours qu'on peut comprendre. Mais là, ça aussi, c'est remis en question, comme disait Anas. Voilà. Merci du complément. Longtemps, le Moyen-Orient a été le terrain de chasse gardé de Washington. Aujourd'hui, le ciel de la région bruisse d'une compétition plus feutrée, mais tout aussi féroce. Entre le pivot américain vers l'Asie, l'offensive de charme économique de Pékin et le retour de la bannière russe dans les zones de conflit,
une question s'impose. Le Moyen-Orient est-il devenu le laboratoire d'un nouvel ordre mondial multipolaire? Anas, on voit en Chine s'imposer non pas par les armes, mais par les infrastructures et la médiation, comme entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Est-ce le triomphe du realpolitik, du carnet de chèques? La Chine est-elle en train de devenir le véritable arbitre de la région face à des États-Unis perçus comme trop versatiles? Oui, ça ne fait aucun doute. Moi, je ne partage pas un peu l'idée majoritaire qu'en fait, la plupart des pays de la région, notamment le monde arabe, ne fait pas preuve de rationalité politique. En tout cas, je pense que la plupart des pays du Golfe font preuve d'une forme de rationalité politique. C'est pas la Jordanie, quoi, qui n'est pas non plus indépendant au niveau de sa doctrine diplomatique. C'est quand même des pays qui ont une plus grande marge de manœuvre. La preuve en est, c'est que lorsqu'il y avait la pression sur la montée en guerre contre l'Iran, la plupart des monarchies du Golfe ont dit on est hors de question que cette guerre se fait. Si elle se fait, les avions américains n'ont pas le droit de survoler, c'est pas les bases militaires. Les Jordaniens auraient aimé avoir cette marge de manœuvre qu'ils n'ont pas. Parce que la Jordanie et la famille royale jordanienne est carrément dépendante des États-Unis. Je ferme la parenthèse. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je crois qu'il y a deux choses. Déjà, il y a la coopération de plus en plus importante, ou comme je le disais, le pacte originel entre les États-Unis et les pays du Moyen-Orient et les monarchies du Golfe en particulier, c'était la sécurité contre le pétrole. Bon, ça, c'est quelque chose qui a tenu pendant une cinquantaine d'années et objectivement qui a bien fonctionné. C'est-à-dire les Saoudiens et la plupart des pays du Golfe, effectivement, jouaient un petit peu sur la quantité de flux pour ne pas mettre une pression suffisamment à la hausse pour que l'économie américaine puisse tourner. Et quand il y avait un problème, objectivement, ils répondaient présent. Effectivement, là, je le disais tout à l'heure, la guerre du Golfe, quand les Irakiens ont soumis au Koweït, c'était opération au bouclier du désert, tempête du désert, et toute l'armée. Ça fonctionne, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où, comme je le disais, les Américains sont devenus indépendants au niveau de l'énergie, il y a eu un déséquilibre. Les monarchies du Golfe n'ont pas tout de suite voulu changer un petit peu de pôle de stabilité. Ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va mettre dans la balance, c'est-à-dire ce qu'on peut, pour compenser, si vous voulez, le flux énergétique, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre des IDE massifs, des investissements directs étrangers. Et on se souvient que quand il y avait la fameuse tournée de Donald Trump dans les pays du Golfe, qu'avec simplement le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, il a eu une promesse d'investissement direct étranger de la part de ces trois pays dans l'économie américaine de plus de 2000 milliards de dollars. Je ne sais pas si on se rend compte, hein, c'est absolument colossal. Et donc, c'est des pays qui, objectivement, quand on parlait tout à l'heure, quand Bachir parlait tout à l'heure de la rationalité politique, c'est des pays qui se sont dit, non seulement je suis plus important sur la stabilité au niveau des flux pétroliers, et en plus, je mets considérablement d'investissement dans l'économie américaine et j'ajoute même parfois j'investis personnellement dans l'administration américaine. C'est Mohammed Ben Salman qui avait investi dans la société de Jared Kushner, c'est l'émir du Qatar qui avait offert un Boeing. Je veux dire, bon, techniquement, vous avez sécurisé le soutien du président. Et malgré cela, avec ce qu'on a vu, le lobbying israélien, vous perdez un peu les États-Unis. Donc, je crois qu'il y avait déjà une réflexion, une prise de conscience de la nécessité de changer de pôle. Et ça s'est fait, je le disais, avec les Turquie, puis de plus en plus avec la Chine. La Chine est un partenaire qui est intéressant d'un point de vue de l'alternative de matériel militaire. Et quand vous regardez les différentes importations, il y a 30 ans, personne n'importait chinois dans la région. Aujourd'hui, non seulement beaucoup importent, à peu près 20-25% de leurs importations, c'est pas rien, en l'espace d'un temps aussi court, pour ceux qui connaissent un peu sur les dynamiques d'importation de matériel militaire, quand on passait de 0 à 25, c'est énorme hein, en termes de rééquilibrage. Et c'est des matériels militaires sensibles, hein, c'est des systèmes antiaériens, c'est des matériaux sensibles. Donc on se rend compte que les Américains nous tiennent par la sécurité, et donc pour changer de cap, il faut commencer par diversifier la sécurité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que sur les échanges économiques qui fonctionnent, la plupart des pays du Moyen-Orient et des pays du Golfe, le premier partenaire commercial, c'était les États-Unis, maintenant c'est la Chine. Et donc même au niveau des intérêts économiques, vous êtes beaucoup plus dépendant des Chinois, qui en plus arrivent au Moyen-Orient, non pas avec une vision un peu post-coloniale britannique, mais arrivent avec une vision objective, qui disaient, bon, écoutez, 67 sur la Palestine, ce que fait Israël est absolument intolérable vis-à-vis du droit international, etc. Et donc, ça parle. Donc, on a le volet de la coopération militaire, on a le volet qui est extrêmement important aussi des échanges économiques et notamment des échanges énergétiques. Et puis, un troisième volet. Ce que les Chinois ont très vite compris dans leur course à l'hégémonie avec les États-Unis, c'est que ce qui faisait des États-Unis la première puissance mondiale et l'hégémon mondial avec une grande influence, c'est pas simplement la force militaire et économique des États-Unis, c'est la capacité des États-Unis à s'adosser des régions alliées de manière inconditionnelle. En fait, les États-Unis tout seuls,
c'est un pays qui est puissant, mais sans plus. Mais la capacité à ce que la décision diplomatique des États-Unis soit suivie par l'OTAN, par l'Union européenne, par la Corée du Sud et par le Japon, par les pays du Golfe, c'est ça qui fait en fait la puissance américaine. Et ce qu'ont compris les Chinois, c'est que s'ils pouvaient s'agréger les pays du Golfe et les pays du Moyen-Orient comme en fait un complément, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient pourraient être l'union, ce qu'était l'Europe vis-à-vis des États-Unis, c'est qu'on doit avoir des rivalités économiques, etc. Mais on partage une forme de diversité stratégique. D'où l'intérêt des BRICS de faire entrer les Iraniens, les Saoudiens, les Émiratis. En fait, les trois ne s'entendent pas, hein. Mais l'idée de les ramener, on est toujours dans cette doctrine-là. Et donc, je pense qu'effectivement, on est dans une forme de reconfiguration de plus en plus importante. Quand il y a eu la réconciliation entre les frères ennemis, qui sont les Saoudiens et les Iraniens, elle s'est faite sous l'égide des Chinois. C'est la première fois dans toute l'histoire de la diplomatie chinoise que la diplomatie chinoise est active hors mer de Chine. Les Chinois ne rentrent pas du tout dans les conflits, dans les relations de conflit. Ce qui intéresse, c'est leur environnement proche. C'est la première fois qu'ils sont allés au Moyen-Orient, c'est dire qu'il y a une vision stratégique et qui est partagée par un certain nombre de pays sur place. Merci Anas. Pour compléter ce que vient de dire Bassir, cette influence chinoise est-elle durable? Peut-on réellement être une grande puissance dans cette région sans jamais proposer de modèle de sécurité ou de vision politique, mais uniquement des contrats? Ouais, enfin, c'est l'idée du soft power chinois. C'est peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'avec le temps, le rôle chinois va changer. Mais c'est difficile de savoir quand, parce que justement, ce qui se passe maintenant, je pense, en Iran, avec les Iraniens, ça va être ce qu'on appelle le game changer. Quelque chose va probablement changer après ça. Et les Chinois vont devoir tout doucement jouer un rôle plus proactif. En fait, c'est comme les États-Unis. Les États-Unis, pendant très longtemps, ils étaient plus ou moins isolés. Et c'est seulement dans les années 60, quelque chose. En tous les cas, au Moyen-Orient, c'est vraiment après la Seconde Guerre, ce qu'on appelle la Seconde Guerre arabo-israélienne, que les États-Unis ont commencé vraiment à être plus impliqués dans une certaine dynamique de OK, qui sont mes alliés au Moyen-Orient et qui ne le sont pas, etc. Et je pense que quelque chose de similaire va se passer avec les Chinois. Il est clair que pour comprendre la politique chinoise, au début, il faut comprendre les transformations dans la politique américaine. Et c'est clair que de voir comment les Américains opèrent maintenant au Moyen-Orient, c'est différent de comment ils opéraient à l'époque de, par exemple, l'invasion en Irak. Enfin, il y a une similarité, c'est qu'il y a une constante idéologique dans l'opération. D'ailleurs, c'est pour ça, moi, je ne crois pas qu'il y ait une différence entre Trump, Biden, Obama, etc. Il y a vraiment une constante idéologique dans comment l'Américain voit le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. L'idée d'attaquer les Iraniens existe depuis avant l'attaque en Afghanistan. Enfin, l'idée d'attaquer l'Afghanistan et l'Irak était en fait en vue d'attaquer les Iraniens. Parce que le gros poisson, enfin, c'était les Iraniens. Alors que l'Afghanistan, c'était déjà un pays divisé où les talibans avaient très peu de mainmise sur l'Afghanistan. Et l'Irak, c'était le régime de Saddam Hussein était vraiment moribond. Et donc voilà, comme on dit, the weakest link dans la région. Donc oui, il y a une constante, mais il y a une différence de comment les choses sont gérées. Enfin, les Irakiens, l'invasion de l'Irak, ils sont rentrés, ils sont restés. Bon, c'était le chaos, ils ont un peu perdu de cette situation. Mais si on regarde, je ne sais pas, peut-être Anas c'est mieux que moi, mais les contrats pétroliers, etc., en Irak, ça déverse maintenant plus ou moins en Occident. Les compagnies occidentales se sont débrouillées pour enfin, donc, quelque part, une des ambitions américaines a été concrétisée. Mais par contre, avec les Iraniens, c'est vraiment cette dernière phase de penser, OK, on tue le leader, on sème un chaos donné, comme au Liban avec Hassan Nasrallah, etc. On fait la même chose en Iran et au Venezuela, on kidnappe Maduro. Et ça va. Cette idée que, en fait, même à l'époque de Bush, si vous vous rappelez, il y avait l'idée de guerre rapide. Il y avait l'idée on peut faire un minimum de choses et ça va enclencher un engrenage de choses et
et le régime va partir et ça va être très facile en fait. On vendait l'idée de la facilité. Alors si on regarde la différence entre la facilité à l'époque de 2003-2004 et la facilité aujourd'hui, c'est vraiment on est dans une idée du facile encore beaucoup plus fast-food. Allez, on tue juste le leader là et tout va capoter. On fomente, on envoie un peu d'argent pour créer pour les manifestants, etc. Et ça va faire marcher les choses. Donc quelque part ici, les Américains, on peut voir un affaiblissement de cet empire américain. Et d'un autre côté, les Chinois justement sont en train de regarder ça et se dire, et quelque part vont devoir jouer peut-être un plus grand rôle dans la région, dans le futur. Merci Bachir. La Russie, malgré l'enlisement en Ukraine, reste un acteur incontournable en Syrie et auprès de l'OPEP. Est-elle le pompier pyromane nécessaire à la survie de certains régimes? Quel récit la Russie vend-elle aujourd'hui aux capitales arabes pour maintenir son influence? Anas, sur le plan des sanctions internationales, comment Moscou et Téhéran parviennent-ils à créer des circuits économiques parallèles au Moyen-Orient? Est-on en train de voir émerger une zone hors dollar? Alors, sur les circuits alternatifs pour la question iranienne, les Iraniens, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens ont probablement les plus grandes sanctions américaines et l'extraterritorialité des sanctions américaines de tous les pays du monde. Et donc, c'est un pays qui est vraiment étouffé économiquement. On est à peu près à 40-45% de gens qui sont sur le seuil de pauvreté, etc. C'est un pays qui prend vraiment des coups. Et en même temps, il y a un certain nombre d'entreprises, notamment d'entreprises chinoises, qui se sont spécialisées un petit peu sur le commerce avec l'Iran, ont la possibilité un petit peu de bypasser l'extraterritorialité des sanctions américaines. Ce qui en fait quelque chose d'intéressant, c'est que, premièrement, pour les Chinois, c'est de l'accès à du pétrole qui est en fait privilégié parce que personne ne peut en prendre. Et donc, du coup, c'est comme si, de facto, les réserves iraniennes étaient chinoises, ce qui en fait un partenaire stratégique, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il y a des sanctions et qu'il y a un facteur risque, du coup, vous ne l'achetez pas au marché, c'est beaucoup moins cher. Mais troisièmement aussi, ça veut dire que si l'Iran est menacé, c'est vos réserves qui sont menacées et votre accès à un pétrole moins cher. C'est la raison pour laquelle la réaction des Chinois vis-à-vis des Iraniens n'était pas la même que celle du Venezuela. Le Venezuela, on a pris acte de ce basculement géopolitique et on essaye de regarder la reconfiguration des flux. Pour l'Iran, c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu une préparation quand même, on sait qu'il y a du partage de renseignements, on sait qu'il y a eu de livraisons militaires, etc. Et pour les Chinois, c'est impératif que les Iraniens, le caractéristique du pouvoir iranien, puisse tenir. Sur la question de la Russie, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est dans l'émergence. Alors, vous parlez de zones hors dollar, effectivement, on a les contrats en roubles, mais il y avait déjà à l'époque les Saoudiens qui avaient émis la possibilité de commercer du pétrole hors dollar. Et c'est ça qui est intéressant et c'est le contraste entre la période que l'on vit actuellement et celle qu'on a connue il y a peut-être 5-6 ans, si vous voulez. C'est qu'on était une forme dans une plus grande prise d'indépendance de la part des pays du Moyen-Orient et des pays du Golfe. On a vu, par exemple, l'Arabie Saoudite se réconcilier avec les Iraniens. On a vu l'Arabie Saoudite rejoindre l'alliance quand même des BRICS. On a vu l'Arabie Saoudite qui pensait à commercer en yuan. On a vu l'Arabie Saoudite qui avait pris ses distances par rapport à la normalisation et de plus en plus proche contre les Émirats Arabes Unis. Et donc, il y avait une plus grande prise d'indépendance. C'est comme si d'un coup, les États-Unis avaient besoin de retaper du poing sur la table pour dire, attendez, on vous a laissé une marge de manœuvre. C'est pas pour autant que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça rejoint un petit peu le discours récent de Donald Trump qui parle en de très mauvais termes de Mohammed Ben Salman. Je ne reprendrai pas les termes, mais en disant finalement, il pensait qu'il pouvait se passer le mois et il se rend compte qu'il ne peut pas. Donc, c'est ce qui se joue aussi. Et en même temps, on voit qu'on est aussi à la limite de l'extraterritorialité des sanctions américaines sur 2 points. La première, c'est qu'on se rend compte que vous avez l'Iran, qui est le 4e producteur de pétrole du monde, qui est hors marché parce que vous avez décidé que c'était des sanctions. D'accord. Et ensuite, vous avez mis les Russes avec sa flotte fantôme, etc., hors du marché. Donc, ça fait déjà une grosse tension. Et à partir du moment où les Iraniens ont eu l'intelligence, finalement, de mettre le Golfe hors marché avec la fermeture du détroit d'Ormuz, vous devez faire des choix. C'est-à-dire que même pour une économie aussi importante que les États-Unis, même pour le premier producteur mondial pour les États-Unis, vous avez besoin de libérer du flux.
Et donc là, on commence à dire, finalement, on va laisser un petit peu parler aux Russes. Finalement, première fois depuis 1979, là où il y a du pétrole iranien en mer, il est plus sous sanction américaine. Et là, le message que vous envoyez, finalement, c'est quoi? C'est que la démonstration de force dont font preuve les gardiens de la révolution est beaucoup plus efficace contre les sanctions américaines que 50 et 60 ans de négociations. Donc là, on voit la limite un petit peu de l'extraterritorialité du système américain et de la primauté du dollar. Et puis, il y a une deuxième des choses dans la course un petit peu hégémonique entre les États-Unis et la Chine, c'est que l'avantage des États-Unis, c'est qu'ils ont un accès sécurisé au pétrole, comme je le disais, alors que la Chine, elle, est le premier importateur mondial, tandis que la Chine a l'accès majoritaire aux terres rares, 60% des réserves et 90% du raffinage, là où les Américains sont extrêmement dépendants. Et ce qu'ont fait les Chinois il y a à peu près 3 mois, c'est émettre une licence limite d'exportation. En fait, c'était une loi de contrôle d'extraterritorialité sur un certain nombre de terres rares. En fait, finalement, ils sont revenus sur cette décision, mais le message était clair. Si vous voulez jouer à l'extraterritorial du droit américain, je peux faire la même chose sur des ressources stratégiques. Et là, finalement, même l'économie américaine peut en pâtir sur des composants qui touchent l'intelligence artificielle, qui touchent la nanotechnologie et l'industrie militaire. Et donc, on se rend compte finalement que la toute-puissance américaine économique et la toute-puissance du dollar connaît les premiers points de fragilité. Merci, Anas. Face à cette poussée de l'Est, Washington semble hésiter entre le retrait et la démonstration de force. Est-ce un déclin ou une simple reconfiguration? Question à tous les deux. Est-ce que les pays arabes jouent aujourd'hui les grandes puissances les unes contre les autres? Sont-ils devenus les maîtres du jeu dans cette nouvelle guerre froide ou restent-ils les victimes collatérales de ce choc des géants? Bachir. Je sais pas, je pense que les pays arabes maintenant sont en train d'essayer de comprendre ce changement, parce que je pense dans les questions il y a une mentalité sécuritaire qui ne peut pas, qui est rigide, ça prend du temps. C'est-à-dire parfois il y a des changements qui se passent, mais on continue à réfléchir avec les données d'hier. Et là, comme on est dans un changement assez radical avec la guerre avec l'Iran, si on voit les pays du Golfe, en tous les cas, il y a définitivement ici une confrontation avec des nouvelles données et un besoin d'être flexible et de se dire des choses comme bon, on peut plus rester avec qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on reste avec les Américains ou est-ce qu'on change de mentalité? Et je pense c'est un questionnement auquel font face les pays du Golfe. Et à ce niveau-là, maintenant, il y a plein de mésinformations sur le sujet, on ne sait pas. Il y a des histoires qui disent que les pays du Golfe veulent à tout prix attaquer l'Iran encore plus. Donc qui sont encore dans la logique, on est protégé par les Américains, ou en tous les cas, on veut que les Américains step up et un rôle plus proactif. Et il y a l'autre logique, comme Anas est en train d'expliquer, qui est que le Golfe, peut-être c'est une opportunité pour le Golfe de comprendre que quelque part, les Américains sont pas là, ne peuvent plus jouer, ou n'ont jamais pu en fait jouer ce rôle protecteur. Un petit complément. Alors, je ne crois pas qu'on est on joue pas l'Est contre l'Ouest comme Abdelgham el-Nasser avait pu le faire. À un moment donné, les Américains ne voulaient pas financer mon barrage, je vais chez les Soviétiques. Oui. Mais je crois qu'il y a effectivement la prise de conscience effectivement de diversification, ça c'est intéressant. Je ne crois pas qu'il commence à comprendre, je crois qu'il avait déjà compris. Mais en fait, pour parler de manière un petit peu brute, c'est que là où les Américains, ils comprennent en fait l'intérêt de diversifier, mais ils ont toujours un petit peu peur. Il y a un trauma. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas traiter au niveau de la rationalité politique. Là, on est dans du trauma, et le trauma, c'est la révolution de palais. C'est vraiment ça. C'est-à-dire se dire, est-ce que si je bascule un peu trop sur l'axe loin des États-Unis, je risque pas, non pas mon pays, mais ma personne en pâtir, parce qu'on est dans des systèmes qui sont quand même très autocratiques dans la région. Et c'est là où il y a une incompréhension des données. On parlait tout à l'heure effectivement de la frappe contre l'Iran. L'Iran n'est pas un pays autocratique. C'est la raison pour laquelle vous avez tué l'ayatollah. Bon, les gens sont tristes, mais en fait, le système continue. Vous pouvez toucher 10, 50 personnes parce que c'est un système constitutionnel. Ça n'est pas le cas dans le Golfe. Et donc, c'est la raison. C'est un peu sur cet affect-là, sur ce trauma-là, qui a un frein et qui a des débats à l'interne. Ça ne fait aucun doute. On a longtemps prédit que la transition énergétique mondiale sonnerait le glas de la puissance du Moyen-Orient.
Pourtant, en 2026, le constat est inverse. Jamais les pétromonarchies n'ont semblé aussi centrales. Entre la crise ukrainienne qui a redessiné les flux vers l'Europe et l'appétit insatiable de l'Asie, l'énergie est redevenue l'arme diplomatique absolue. Alors, assistons-nous à un simple sursis ou à une redéfinition totale des règles du jeu? Anas, vous qui étudiez ces flux, dans quelle mesure les gisements de gaz en Méditerranée orientale ou les pipelines en Irak sont-ils les véritables auteurs des cartes de guerre? Est-ce que les frontières de demain seront tracées par les ingénieurs pétroliers plutôt que par les diplomates? Oui, vaste question. En réalité, bon, en préambule, j'aimerais dire quand même une chose, c'est qu'il ne faut pas faire d'idéologie avec de l'énergie. Les derniers qui ont fait ça, c'était les Allemands en voulant fermer toutes les centrales nucléaires. Ils ont eu un vrai problème d'approvisionnement énergétique. On est loin de l'idée d'un après-pétrole et ça, les pays effectivement du Golfe le savent, donc ils sont encore installés pour un bon moment. Deuxième des choses, c'est que toute sur la partie des énergies renouvelables, l'hydrogène, etc., la plupart des pays dans la région, notamment les Saoudiens, notamment les Omanais, les Émiratis, sont très bien positionnés. Donc en fait, ce ne sont pas simplement des compagnies de pétrole qui traitent du pétrole, ça c'est une vision complètement erronée, ce sont des gens qui sont des compagnies qui sont parfaitement intégrées dans la chaîne de valeur, donc ils font du raffiné, de la pétrochimie, ils font le département de trading et de commodités, c'est très, très avancé, et puis se pensent d'abord comme énergéticiens. Donc là, c'est du pétrole, du gaz, de la pétrochimie. Si demain, il faudra faire du solaire et de l'hydrogène, mais on fait du solaire et de l'hydrogène, et d'ailleurs, les plus grands capitaux d'investissement dans le solaire et l'hydrogène se font dans les pays du Golfe. Sur la question maintenant du Liban et de la Méditerranée orientale, c'est vrai qu'on est dans une région de forte tension parce qu'il y a un certain nombre de découvertes de potentialités offshore sur des tracés qui sont très complexes entre la Turquie et Chypre, entre le Liban et Israël. On sait d'ailleurs quel est le rôle majeur qu'a joué le Hezbollah à un moment donné pour effectivement garantir les frontières maritimes et les potentialités offshore pour le Liban. Et on sait que maintenant, avec la fragilité du Hezbollah, les Israéliens veulent rompre cet accord. Donc, effectivement, tout ça est très lié. Je ne crois pas qu'il faille, et je travaille dans l'industrie pétrolière, je fais de l'analyse géopolitique dans l'industrie pétrolière, et donc, paradoxalement, je ne crois pas que toute analyse doit être faite sous l'angle de l'énergie. Ce serait complètement erroné. La fameuse idée de dire les Qataris ont soutenu la révolution en Syrie pour faire un pipeline, c'est beaucoup trop simple, c'est très simpliste. Et en même temps, vous ne pouvez pas, au nom de la transition énergétique, complètement écarter cet élément qui factuellement fait partie des analyses stratégiques. Quand les Israéliens disent on veut augmenter la frontière jusqu'au fleuve Litanie au Liban, en fait, quelle est la finalité? Est-ce qu'elle est sécuritaire? Est-ce qu'elle est doctrinale? Ou est-ce c'est de l'intérêt stratégique? En fait, c'est un petit peu les trois. Parce que Ben Gourion déjà disait que c'était la frontière naturelle israélienne, donc c'est un prisme idéologique très fort. En même temps, on est toujours dans un processus colonial et donc quand on a des opportunités, on le fait. Et puis, c'est aussi l'idée de pouvoir utiliser les ressources offshore, notamment du sud Liban. Donc tout ça est très lié. Avoir un angle d'explication, c'est souvent avoir un mauvais angle. C'est la multiplicité des différents angles d'analyse qui permettent d'avoir une analyse juste, je pense. Abordons le paradoxe le plus fascinant de ce début de siècle. Le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats, bâtis sur l'or noir, investissent aujourd'hui des milliards dans le solaire et l'hydrogène vert. Mais ne nous y trompons pas. Derrière les discours écologiques et les cités futuristes comme NEOM se joue une partie d'échec planétaire. Ces pays ne cherchent pas seulement à sauver la planète, ils cherchent à sauver leur rang. Ils veulent passer du statut de fournisseur de pétrole à celui de banquier universel de l'énergie. Bachir, cette mutation vers le post-pétrole n'est pas qu'une affaire d'ingénieurs, c'est un séisme social. Le contrat social du Golfe, la richesse, contre le silence politique. Peut-il survivre à la fin de la rente facile? Ces sociétés sont-elles prêtes à ce changement de paradigme ou le risque de déstabilisation interne est-il le véritable angle mort de ces méga projets? Déjà, je pense le Golfe, enfin peut-être Anas expliquera plus le côté énergétique de la question, mais je pense que le Golfe a déjà, depuis des décennies, compris qu'il doit investir son argent d'une certaine manière ou d'une autre dans autre chose que le pétrole. Et déjà, ils sont des financiers. Non, il y a un pouvoir financier extraordinaire dans le Golfe. Les plus grands hedge funds du monde sont contrôlés par des groupes du Golfe. Donc, quelque part, si on investit dans l'énergie, dans une autre, des énergies alternatives, etc., ça fait partie d'une mentalité qui a déjà lieu qui correspond à un certain focus sur
investir l'argent, en tous les cas, dans un processus de production économique qui s'autosuffit, comme la finance en général. Donc oui, c'est un processus qui a déjà commencé depuis longtemps. Et le dernier chapitre de ça, maintenant, je pense, c'est les énergies alternatives. Anas, pour compléter, est-ce une réelle mutation industrielle ou une simple stratégie de survie pour rester les maîtres de l'énergie, peu importe sa couleur? Oui, c'est les deux. Effectivement, là, pour le coup, la couleur importe peu. L'idée, effectivement, c'est d'être important et stratégique dans la chaîne de valeur énergétique. Et la nature a fait que ces pays-là étaient riches en ressources naturelles, en hydrocarbures, et en même temps, la géographie a fait qu'ils avaient aussi un potentiel solaire et éolien intéressant, ce qui les met dans la course naturelle à la production stratégique, notamment d'hydrogène. Et donc, finalement, ils voient cette opportunité. Et l'idée, c'est de ne pas se faire dépasser par d'autres pays qui ont des meilleures potentialités géographiques, l'Australie, le Chili, le Maroc, qui font parmi les trois grandes potentialités en termes d'hydrogène, mais qui n'ont pas forcément la puissance financière. Et donc, ils se disent, même si je suis moins doté, mais avec la puissance financière, je peux être dans le pôle de compétitivité. Ils sont bien partis pour. Et effectivement, l'idée aussi, c'est avoir une puissance stratégique, parce que autant il y a deux choses. Bon, l'Arabie Saoudite comprend qu'effectivement, elle ne peut pas jouer simplement la carte de la puissance financière, parce que c'est un grand pays avec des dynamiques, avec une société civile. L'Arabie Saoudite, c'est pas les Émirats Arabes Unis, le Qatar et le Koweït. Ça n'a rien à voir. Et donc, ils sont obligés d'aller dans de l'économie physique. Quant aux pays du Moyen-Orient, ils se rendent compte sur la fragilité des modèles. C'est-à-dire, le Koweït avait déjà fait l'erreur de penser que parce qu'il était une puissance financière, il pouvait être une puissance tout court. Et les Irakiens leur ont rappelé un petit peu, de manière un peu abrupte, que la géopolitique est absolument injuste avec la puissance financière. C'est la démographie et la géographie qui dictent, et pas l'argent. Les Qataris ont appris avec la question du blocus, et là, les Émirats semblent comprendre avec les Iraniens. Et donc, l'idée, effectivement, sur ce blocage de flux avec le détroit d'Ormuz, c'est de comprendre, peu importe la diversification financière que vous avez fait, les stades de foot, les hôtels particuliers à Londres, etc., c'est très bien. Sauf que si votre flux est complètement bloqué, je rappelle que 100% du gaz naturel liquéfié qatari est bloqué, que 100% de la production du Koweït et de Bahreïn sont bloqués. À ce moment-là, votre diversification, c'est même pas 15% de vos revenus. Et donc, ils comprennent bien qu'il doit faire une diversification dans l'énergie. Et là, il y a un exemple qui est très intéressant, c'est que Saudi Aramco, pour le coup, est le géant de la région, non seulement opère en Arabie Saoudite, mais en fait opère au niveau mondial. La plus grande raffinerie aux États-Unis, elle est possédée par Saudi Aramco. Ils ont aussi des complexes pétrochimiques en Corée du Sud et en Chine. Et donc, même si le flux est bloqué là, la mondialisation leur a permis de garantir du flux et de la présence au niveau international. C'est certainement ce que risquent de faire les Qataris, les Koweïtiens, les Émiratis après la crise. Est-ce que l'énergie est devenue le dernier domaine où le Moyen-Orient peut réellement dire non aux grandes puissances? Et si l'Occident accélère son désengagement des fossiles, est-ce que ce ciment énergétique ne va pas sceller définitivement le basculement du Golfe vers l'Est dans les bras de la Chine? Ça se construit sur ce qui est en train de se dire, ce que Anas vient de dire aussi. Mais quelque part, il n'y aura jamais... l'économie ne sera jamais défendue que s'il y a un projet politique juste derrière. Ça veut dire, s'il n'y a pas une équation, tout le projet énergétique dans le Golfe a été bâti sur cette équation de ce qu'on appelle sécurité pour l'énergie ou énergie-sécurité, où les Américains garantissaient une certaine protection militaro-sécuritaire de la région. Or, c'est exactement ce qui est en train d'être mis en cause aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas juste que le secteur énergétique est bloqué, bien sûr c'est ça, et Anas l'a super bien décrit, mais c'est aussi que le projet politique, sécurité, plus énergie est remis en question. Donc il va y avoir un autre pacte sécuritaire qui doit avoir lieu pour que justement ça continue. On voit les tensions diplomatiques maintenant qui ont lieu par rapport à ce pacte-là. Donc, qu'est-ce qui va émerger après ça? C'est ça qui va nous dire comment est-ce que le Golfe va canaliser l'énergie du secteur énergétique et où, quoi. Anas, si vous deviez désigner un nouveau pétrole dans la région, que ce soit une ressource, une route maritime ou une technologie, lequel serait-ce? Alors, ce ne serait pas dans la région, mais ce serait plutôt global. Je crois qu'on a beaucoup parlé de l'hydrogène, qui est en fait une alternative viable parce qu'elle peut
remplacer le carburant, tout type de carburant, c'est-à-dire pour les navires, pour les avions, pour l'industrie, pour le gaz, etc. Donc ça, c'est un point d'élément. L'autre point, je crois, l'autre ressource fondamentale, incontestablement, c'est les terres rares. C'est celles qui, effectivement, aujourd'hui dictent les vecteurs de puissance. Là où il y avait une course pour le pétrole, c'est pas pour approvisionner les véhicules d'un certain nombre de pays, c'est parce qu'elle est la course à la puissance. Le développement économique vous donne un avantage d'hégémonie, notamment de production militaire, mais pour le développement économique, vous avez besoin de l'énergie. Vous ne pouvez pas faire de développement économique sans énergie. Et donc, c'est un petit peu la ressource, le carburant, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, nécessaire au développement économique. Or, aujourd'hui, les courses hégémoniques se jouent finalement sur des points très intéressants. C'est beaucoup l'intelligence artificielle, c'est beaucoup sur les grandes technologies aérospatiales, sur les technologies militaires. Et dans la nanotechnologie, dans la très haute technologie, c'est beaucoup plus les terres rares qui sont importantes, plus que l'ensemble des types de carburants et de produits raffinés. Et c'est pour ça qu'on a une course, pas seulement d'ailleurs, bien sûr, entre la Chine et les États-Unis sur les terres rares, mais pas seulement. Si vous avez vu une annonce qui date d'un peu moins de 5 jours, où vous avez un accord clé entre, regardez, Abu Dhabi National Oil Company, donc la compagnie nationale pétrolière des Émirats Arabes Unis, avec la République démocratique du Congo pour extraire du cobalt, c'est qu'en fait, non seulement ces groupes énergéticiens aussi se reconvertissent de plus en plus dans le traitement de la ressource naturelle, notamment des terres rares. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils sont dans la course sur cette énergie stratégique et en même temps, ils sont aussi dans le basculement de ce Nord-Sud, c'est-à-dire que ces gros groupes du Moyen-Orient viennent challenger des groupes suisses notamment, comme Glencore, etc., dans leur terrain et ils y arrivent de mieux en mieux. Nous arrivons au terme de ce voyage au cœur de la complexité. Si l'on regarde la ligne d'horizon, disons à 10 ans, le Moyen-Orient sera-t-il moteur d'une nouvelle croissance mondiale ou restera-t-il cette zone de fracture que l'on pense sans jamais guérir? Entre les méga-projets futuristes du Golfe et les décombres des conflits non résolus, quel scénario l'emporte aujourd'hui? Bachir, vous qui scrutez les mouvements profonds, croyez-vous encore à la possibilité d'une coopération régionale durable, une sorte d'union moyen-orientale, où la fragmentation identitaire est-elle devenue l'ADN irréversible de la région? En fait, je peux commencer ma réponse par une ironie qui est que Trump, au moment où, pas seulement Trump en fait, même avant, mais surtout Trump, son discours sur la région et le discours de son équipe a été que on va résoudre le problème de Gaza de cette manière-là en investissant et en faisant des investissements immobiliers, etc. Et que ça, quelque part, ça ramènera la paix. Même l'envoyé spécial des Américains au Liban, Tom Barrack, disait la même chose. C'est tous cette manière business de penser que si on injecte de l'argent, on construit des gros projets immobiliers, on crée des villes sur les ruines de la guerre, il y aura, les gens oublieront, etc. Le problème au Liban, c'est pas le potentiel d'une intégration régionale. Elle est là. Les Arabes et les Libanais, les Palestiniens, etc. C'est des gens aussi qui existent partout dans le monde, qui sont connectés. Le Golfe, comme Anas l'a décrit, ont diversifié déjà et sont un peu partout, etc. Le problème, c'est une solution politique au début. Et l'idée que l'intégration économique va passer par une intégration du projet sioniste, c'est ça le problème. C'est que les Émirats, par exemple, et peut-être en cachette les Saoudiens, mais peut-être pas complètement, mais c'est surtout les Émirats, ont parié sur ça. Ils se sont dit que c'est ça le futur. Le futur, c'est qu'on accepte cet état-là et que ça va créer, et tous les pays du monde arabe ont normalisé avec Israël. Mais c'est quoi la quantité d'intégration économique qui existe entre tous ces pays-là? Je sais pas, peut-être Anas peut expliquer ça plus, mais ça m'étonnerait qu'il y ait tellement, alors qu'ils ont normalisé avec Israël. Donc, tant qu'il y a un blocus politique, tant qu'il y a, en tous les cas, au niveau même populaire, un problème de cette injustice que le projet sioniste a créé, et il y aura toujours un problème d'intégration, en tous les cas, économique. Anas, sur le plan pragmatique, quels seront les grands gagnants et les grands perdants de cette transformation? Est-ce que l'on se dirige vers un Moyen-Orient à 2 vitesses, un club de pays riches et hyper-connectés, et une périphérie laissée à l'abandon et à l'instabilité? Oui, moi je suis plutôt optimiste en réalité dans la trame parce qu'effectivement là, on est en temps de crise, on est dans une guerre qui est en plus régionale. Si on regarde la temporalité, en fait, on est plutôt dans une période de détente. Vous avez un rapprochement
entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, un rapprochement entre la Turquie et l'Égypte, la crise du Golfe, des pays du Golfe entre eux, c'est un peu atténué. Vous aviez des pourparlers entre les Saoudiens et les Iraniens. En fait, globalement, on était dans une détente régionale et tous les acteurs régionaux et ceux qui voulaient avoir un leadership régional, notamment les Saoudiens, les Turcs et les Iraniens, ont vite compris en fait que cette idée de guerre par proxy périphérie, en fait, tout le monde perdait. Et l'avantage que l'on a, effectivement, c'est la coopération dans la stabilité. Les seuls qui n'ont pas compris, ou du moins qui ne veulent pas comprendre, ou c'est dans pas leur intérêt de comprendre cela, c'est effectivement les Israéliens et backés par les Américains. Donc, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on est dans une vision où quasiment les Turcs, les Égyptiens et les Saoudiens sont alignés sur la question israélienne. Je veux dire, c'est quand même du jamais vu. Et donc, je ne crois pas qu'on va être dans une forme de redivision sectaire ou étatique. Je crois que même quand on regarde un petit peu les discours d'un certain nombre de chefs d'État, notamment l'émir du Qatar, qui pendant que son pays était objectivement bombardé par les Iraniens, ont la présence et l'intelligence politique de dire mais les Iraniens sont là depuis des millénaires, ils ne vont pas partir. Donc la sécurité qui est la nôtre passe par cette coopération. Donc là, une forme de nouvelle intelligence qui n'était pas du tout celle du Moyen-Orient d'il y a 15 ans, où là pour le coup c'était sans dessus-dessous. Et donc je crois qu'il y a un vrai élément objectif. Ensuite, sur la question d'un Moyen-Orient riche, un Moyen-Orient pauvre, je crois que ça va être le contraire. Ça a toujours été le cas, une espèce de centralité de sécurité des pays du Golfe qui sont extrêmement riches et les autres qui connaissent un petit peu la misère et la guerre. Là, on voit que l'insécurité n'épargne personne. C'est quand même la première fois que les pays du Golfe sont ciblés, alors que des pays comme la Syrie et l'Irak sont relativement épargnés. C'est intéressant à mettre en évidence, la première des choses. Et puis le deuxième élément, c'est que la richesse structurelle d'un certain nombre de pays passe notamment aussi par des flux, par de la connectivité qui passera par les grands axes, la Syrie, l'Irak, inéluctablement, qui créera des pôles de connexion. Et en fait, ce sera simplement l'intégration naturelle, comme un certain nombre de pays d'Europe de l'Est avec l'Europe de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est avec le driving économique de la Chine et du Japon. Et je crois que ça passera par le salut, par un alignement diplomatique qui est en fait le cauchemar israélien, d'où cet élément très vindicatif aussi et très, très agressif en ce moment. Allez, avant de conclure, je vous pose à tous les deux la même question. Si vous deviez choisir un seul mot pour décrire l'état du Moyen-Orient en 2035, lequel serait-ce? Bascule. Bascule. Un mot. Espoir. Bachir Saadé, Anas Alnoud, merci infiniment pour la clarté et la profondeur de vos analyses. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Observactu. Le débat se poursuit comme toujours dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci infiniment à tous les deux. À très bientôt. Merci. Merci.